Alors bonjour à toutes et tous. Merci pour votre présence ce matin pour ce nouveau webinaire RH sur le thème donc des nouveaux outils comme mode de recrutement et de fidélisation. Donc il sera animé par Frédéric Mugard qui est directeur du cabinet de recrutement ACS A3 et Marvin Chazlon donc directeur de l'agence WebUp A3. Donc nous poursuivons encore en webinaire hein, au vu du contexte sanitaire, malheureusement, qui ne permet pas encore de refaire ces matinales en présentiel. Nous espérons que ça va revenir début 2021. Pour le confort, donc comme d'habitude, merci à tout le monde de couper caméra et micro. Il y aura un temps d'échange à la fin de ce webinaire, hein, de toute façon avec les intervenants pour que vous puissiez poser toutes vos questions via le chat ou via les micros que vous pourrez ouvrir à la fin pendant ce temps d'échange. Voilà. Également, je vous précise que nous enregistrons ce webinaire donc pour que vous puissiez le revoir en replay ou pour les personnes qui n'ont pas pu participer ce matin. Voilà, je vous souhaite une bonne présentation. Frédéric, je te passe la main. Merci Caroline. Effectivement, je m'appelle Frédéric Mugard, donc je représente le cabinet ACS. Donc vous voyez une belle photo de nuit à l'époque où le couvre-feu n'était pas encore d'actualité. Le cabinet comprend deux structures, donc ACS qui est le cabinet de recrutement et puis l'agence de travail temporaire qui est ACS Intérim. Donc le cabinet a été créé en 96, hein, rapidement pour pouvoir faire une petite présentation de qui on est. On est un cabinet généraliste de conseil en recrutement et en RH. Aujourd'hui, le recrutement reste la grande partie de notre activité. Donc, on travaille pour toute taille d'entreprise, tout secteur d'activité. Donc aujourd'hui, je travaille pour notre cabinet, donc 12 collaborateurs qui sont répartis sur 4 sites. Un site à Troyes, à Bar-sur-Aube, à Romilly et à Reims. Et on fait partie d'un réseau qui s'appelle Transition et Territoires, qui est un réseau national avec un siège social qui est basé à Paris et qui regroupe 103 bureaux répartis sur toute la France, y compris les dom-toms. Donc nos prestations correspondent entre guillemets au nom du cabinet. Donc on s'appelle accompagnement conseil et stratégie. L'accompagnement est essentiellement l'accompagnement individuel par le biais de bilan de compétences, de démarches de coaching, d'outplacement, de reclassement ou de démarches de cohésion d'équipe. Donc ça concerne plutôt, on va dire, la gestion des carrières, y compris la fin de carrière des collaborateurs. Sur la partie conseil, donc c'est le plus gros de notre chiffre d'affaires, c'est effectivement la partie de recrutement et d'accompagnement recrutement où on réalise à peu près 130 missions par an, sachant que on fait plutôt du cadre et de l'expert au niveau des démarches et principalement du CDI. Voilà. Et puis, en matière de stratégie, donc on apporte également du conseil RH auprès de TPE et de PME sur différents types de problématiques qui sont abordées. Donc, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, effectivement, on a deux structures juridiques. On a une deuxième structure juridique qui est une agence de travail temporaire, ACS Intérim, qui, comme toute agence de travail temporaire, met à disposition un ensemble de salariés dans tout secteur. Nous sommes labellisés ISO 26000, qui est une des nouvelles normes en responsabilité sociétale des entreprises, démarche que nous avons engagée il y a maintenant 5 ans et qui a été validée l'année dernière. Donc on est assez fiers de porter cette normalisation. Voilà. Marvin, je te laisse la main. Yes, ça marche. Merci Fred. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis donc Marvin Chazlon. Je suis, alors, pour commencer, membre de Perspective Numérique, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, une association rattachée à la Chambre de commerce qui regroupe des professionnels du numérique. Et nous organisons un certain nombre d'événements, d'informations, de formations autour de tout ce qui est digitalisation, numérisation. Et du coup, dans le cadre notamment de ces fonctions, j'ai plaisir à intervenir ce matin pour la partie digitale. Donc, pour préciser un petit peu plus qui je suis effectivement directeur de l'agence WebUp, qui est une agence de développement web à Troyes. Alors, ça veut dire qu'on développe tout ce qui est site internet sur mesure, site d'e-commerce à forte affluence ou application de gestion. Et c'est ce qui nous concernera un petit peu plus ce matin, parce que vous verrez dans la partie où j'interviendrai dans un second temps, je vous présenterai surtout un certain nombre d'outils qui correspondent à tout un parcours RH entre guillemets. Voilà, donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus.
Vous pouvez évidemment trouver toutes les informations sur notre site internet. Dans le cadre de ce qui nous concerne un petit peu ce matin, pour vous donner un exemple aussi, évidemment, je ne viens pas du monde RH, mais plutôt du monde informatique. Donc, l'idée, c'est de venir en complément pour pouvoir présenter les solutions qui existent et les facilitateurs qu'on peut créer ou apporter. Aujourd'hui, on travaille par exemple notamment, parce qu'il est aussi question de développement sur mesure dans certains pôles RH. On est développeur d'une application nationale pour l'AFPA, par exemple, donc qui est déployée aujourd'hui dans leurs 180 centres en France. Une application d'accompagnement en ligne pour l'ensemble des stagiaires qui passent par leur structure, qui permet de suivre, créer leur CV, etc. etc. Et on travaille aussi pour l'OPCO EP, notamment, pour l'instant pour la région Grand Est et certainement pour le national au niveau à partir de 2021, où là, on fait un outil de mise en relation entre les entreprises, les personnes qui cherchent de l'alternance, les centres de formation, etc., etc. Donc, un petit peu sur toute la partie recrutement, même si on reparlera évidemment pas que de cela. Voilà. Je suis également directeur de l'agence Adverti à Troyes, entre autres, qui est une agence de communication web. On en parlera aussi, donc sur tout ce qui est spécialisé réseaux sociaux, communication en ligne, référencement. Et ça fait aussi partie un petit peu, ça peut venir se calquer un petit peu sur tout ce parcours. On en parlera, notamment diffusion des offres, récolte des informations, etc., etc. Donc, on est basé à Troyes, on est une petite équipe de 15 personnes et on est spécialisé du coup sur toutes ces technologies-là. Et j'interviendrai juste après Frédéric en vous présentant notamment un certain nombre d'outils qui existent et qu'on connaît pour tout le parcours RH, entre guillemets, qu'on peut retrouver autour du recrutement digital, comme l'indique le nom de cette session. Voilà. Je te laisse reprendre la main, du coup, Frédéric, et puis je reviens. Ok, merci Marvin. Effectivement, sur cette thématique, on va essayer d'aborder. Alors, ça peut être assez complexe d'aborder l'ensemble des outils RH qui existent, puisque les outils RH sont très, 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 très nombreux et très diversifiés. On a de plus en plus d'outils RH qui sont à proprement parler à destination de PME, alors qu'auparavant, c'était plutôt privilégié pour des grands groupes. Mais on s'aperçoit qu'il y a une vraie popularisation des outils RH aujourd'hui, y compris sur les procédures et gestion de recrutement. Donc, on va essayer d'être assez exhaustif dans notre explication, au moins pour vous présenter les grandes catégories et puis les acteurs qui sont assez présents sur le territoire. Je voulais juste refaire un petit topo par rapport à la partie réseau social, qui effectivement est le moyen de recrutement aujourd'hui, je pense, qui est le plus universel et le plus polyvalent parce qu'elle touche de plus en plus la PME la démocratisation de ces outils n'a plus ses preuves à faire puisque maintenant qui n'a pas un compte Facebook, voire LinkedIn ou autre support. Donc je voulais juste refaire un point par rapport à ça, puisque les professionnels l'utilisent de plus en plus dans le cadre de leur procédure de recrutement. Alors bien évidemment dans le cadre d'un poste à pourvoir, mais également pour se créer un vivier de candidats. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont utiliser les réseaux pour être en mesure de faire un petit peu de recrutement prévisionnel. Et ça on s'aperçoit que beaucoup d'entreprises investissent de plus en plus sur cet élément-là pour créer ou développer sa marque employeur. Donc la marque employeur, c'est développer l'image de marque de l'entreprise, c'est vendre, entre guillemets, la qualité de gestion de ses ressources humaines pour pouvoir attirer de nouveaux profils et pas uniquement que des candidats qui répondent à des annonces. Donc là, on est vraiment sur une culture marketing. On va marketer l'image de l'entreprise pour pouvoir attirer des candidats. Alors, la diffusion, les réseaux sociaux servent toujours pareil à la diffusion de jobs d'annonces, comme les job boards. Un job board, c'est un site de diffusion d'annonces, on en connaît tous, Cadre Emploi, Quel Job, Cadre Online, Monster, tout ça, ce sont des sites qui sont très connus. Donc, les réseaux sociaux proposent tous une diffusion, un système de diffusion d'annonces, donc plus ou moins payant, plus ou moins onéreux, et puis qui est une efficacité pour certains plus ou moins contestable, mais pour autant ça existe. Il y a également la page entreprise qui reste présente sur l'ensemble des réseaux, donc on peut continuer à communiquer de façon un peu plus institutionnelle par rapport au réseau en question. Les profils personnels souvent des dirigeants ou des RH ou d'autres intervenants au niveau de l'entreprise. Et puis, les entreprises recherchent également par le biais de requêtes
les différents profils qu'il peut y avoir. Certains réseaux sont plus ou moins appropriés pour la recherche de requêtes. On peut vraiment mettre en avant LinkedIn qui vraiment est très efficace sur la recherche de profils, moyennant finance évidemment, puisque les solutions sont payantes la plupart du temps pour LinkedIn pour avoir l'ensemble des fonctionnalités, mais ça reste quand même le réseau social le plus efficace aujourd'hui et le plus fort, et en matière de consultation, fréquentation et en matière de requêtage, qui est à mon avis le plus structuré. La participation également à des forums de discussion, différents regroupements alors, qui sont à connotation fortement professionnelle, mais on s'aperçoit qu'on a des forums de discussion aujourd'hui un peu grand public qui se développent de plus en plus. Et puis, évidemment, la diffusion des informations par le réseau, par son réseau à proprement parler, qui permet, encore une fois, de développer sa marque employeur. Voilà, sur la partie réseau aujourd'hui, donc il y a évidemment, il faut toujours s'inscrire dans une relation gagnant-gagnant en matière de recrutement, sinon on risque à un moment ou à un autre d'avoir un canal de diffusion qui ne fonctionne que dans un sens, donc du coup qui ne répond pas à cet impératif de matching qui est très important en matière de recrutement. Pour le candidat, qu'est-ce que lui vient chercher sur un réseau plus sa connotation professionnelle? Donc évidemment accéder à des offres d'emploi, mais il existe d'autres supports, mais ça en fait partie. Recueillir des informations sur l'entreprise et auprès de laquelle il postule. Alors ça, c'est un point qui est assez important parce que auparavant, les candidats avaient plutôt tendance à aller sur les sites internet et maintenant, ils vont de plus en plus sur les réseaux pour justement avoir toutes les informations en off et des informations un peu plus digestes ou un peu moins institutionnelles. Échanger également avec d'anciens salariés, d'accord, ou des salariés actuels au sein de l'entreprise. Ça arrive aussi que les candidats utilisent les réseaux pour justement commencer à créer un genre de contact interne et pouvoir faire leur veille. Échanger également avec des interlocuteurs du même secteur de la fonction, donc pour développer entre guillemets leur connaissance. Ce qui va dans le point suivant qui est développer son réseau, donc de se mettre en contact avec des nouvelles personnes. Il est vrai que aujourd'hui, les réseaux sont quand même fortement influencés par les sphères professionnelles. Ils essayent d'ouvrir par rapport à cette vision-là, mais les sphères professionnelles sont quand même aujourd'hui relativement marquées. Alors, la recommandation, donc le fameux personnel branding, donc, qui est en l'occurrence la promotion de l'image du candidat, va de plus en plus, alors touche beaucoup plus la population cadre aujourd'hui que la population non cadre, mais par contre elle est de plus en plus privilégiée sur les réseaux. Donc le principe va être de valoriser ses expériences, de vraiment marketer et de développer l'image de marque de sa candidature, on va dire, pour mettre en avant ses compétences, simplement. Donc du coup, effectivement, on va valoriser un ensemble d'expériences, on va demander des recommandations de la part d'autres professionnels. Ça a un peu l'usage, entre guillemets, des contrôles de référence qu'on pouvait faire auparavant. Et on s'aperçoit que le candidat, il n'y a pas uniquement que l'employeur qui doit marketer son image, mais le candidat essaye de marketer de plus en plus et d'être en mesure de mettre en avant ses compétences pour un peu sortir du lot. Donc, et les réseaux sont assez adaptés pour le faire. Alors, concernant le recruteur, la mise en avant de sa marque employeur, donc j'en ai parlé tout à l'heure, et dans le cadre d'une activité, d'une visibilité qu'il pourrait y avoir par rapport à leur profil ou d'une action particulière, d'un regroupement, d'un hub ou autre qui permettrait à un moment ou à un autre de pouvoir marketer son image. La diffusion rapide des offres d'emploi, mais de moins en moins quand même sur les réseaux, l'offre d'emploi classique et traditionnelle, elle reste quand même assez limitée par rapport aux différents réseaux. Chaque réseau a son mode de diffusion d'offres d'emploi, mais ce n'est pas forcément ce que les réseaux commercialisent le plus auprès des recruteurs. Voilà, c'est un des moyens de communication, mais ce n'est pas forcément le plus. Aujourd'hui, clairement, une entreprise qui se dit je ne suis pas du tout présent sur les réseaux, je passe une offre d'emploi et puis je verrai les candidatures qui arrivent, ce n'est pas le logiciel ou le mode de fonctionnement le plus approprié. Il vaut mieux utiliser un job board traditionnel, donc un cadre emploi, cadre online ou autre support, plutôt que d'utiliser uniquement que la diffusion d'offres d'emploi, puisque le b.a.-ba du réseau social, c'est la présence. Donc du coup, s'il n'y a pas de présence assurée, uniquement une transmission d'offres d'emploi, généralement, il y a assez peu de matching après par la suite. Bon, inviter le réseau à coopter les annonces. Bon, effectivement, le but, il est à un moment ou à un autre de pouvoir partager l'information. Donc, quand une entreprise communique sur une offre d'emploi, le but, c'est que le réseau puisse la partager. Alors,
scruter le marché caché et contacter des candidats pas forcément actifs dans leur recherche d'emploi, c'est également une volonté, hein, ce qui permet, entre guillemets, de ne pas passer uniquement par des cabinets de chasse de tête, hein, qui ont un certain coût, et qui permet de commencer à identifier certains profils, à les inclure dans son réseau et avoir une approche plutôt soft, hein, pas forcément leur dire comme quoi il y a un besoin de recrutement, mais les approcher de façon, on va dire, plutôt libre et conversationnelle. Effectivement, échanger plus librement avec les candidats, ça permet également cette liberté de s'affranchir d'un CV, d'une lettre de motivation et d'une convocation à un entretien et de pouvoir s'inscrire dans une relation, on va dire, plus spontanée. Gérer les candidatures au travers de CVTech, on va en parler tout à l'heure, mais il existe beaucoup de systèmes de CVTech et les réseaux sociaux permettent de plus en plus d'avoir des CVTech intégrés, moyennant finance bien évidemment, c'est rarement dans les offres gratuites, mais ces CVTech existent. Identifier des expertises rares, il faut reconnaître comme quoi les réseaux aujourd'hui ont un tel niveau de détail par rapport aux informations qui sont abordées que ça permet vraiment de bien cibler les approches candidats et entre guillemets, de trouver des candidats qu'on n'identifierait pas par le biais des canaux traditionnels, il faut le reconnaître. Et puis avoir des informations plus affinées sur les domaines d'intérêt et les compétences du candidat. On a tendance à dire que les recruteurs vont chercher des informations sur les profils Facebook, LinkedIn ou autres. Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître. Toutes les informations sont bonnes à prendre par rapport aux candidats. Et en l'occurrence, les réseaux sont une source d'information plus qu'intéressante. Alors, juste pour vous dire, l'évolution entre guillemets en matière de recrutement, hein, donc on a une vraie évolution du recrutement des années 90-2000. On avait un système un peu traditionnel qu'on appelait à l'époque le e-recrutement, qui était sur la partie employeur essentiellement centré sur les job boards, hein, donc c'est-à-dire qu'on diffusait des offres d'emploi sur différents supports. Il y en a quelques-uns, donc le site de l'APEC, Monster, Cadre Emploi, Quel Job, enfin bon, il en existe moult et moult, Test Job et autres. Et puis, le côté employeur était centré aussi sur la communication sur son site, hein, sur le site internet de l'entreprise, ou des sites rattachés. Certaines grosses entreprises créaient même des sites internet emploi uniquement pour pouvoir communiquer sur leurs besoins de recrutement. Donc ça, c'était une démarche qui était, je dirais, plutôt une démarche assez passive, hein, sur laquelle on diffusait une offre d'emploi, on attendait que les candidats arrivent, il y avait une démarche assez passive. Du côté des candidats, les candidats, pareil, utiliser les job boards pour pouvoir candidater, ça reste encore un moyen aujourd'hui utilisé, mais qui, on s'en aperçoit quand même de mois en mois, ont quand même beaucoup moins le vent en poupe que les années auparavant. Hein. À titre d'exemple, une annonce pour un profil commercial sur Cadre Emploi, en termes de statistiques moyennes, c'était dans les années 2000 entre 50 et 80 candidats moyens. Aujourd'hui, sur Cadre Emploi, on est plus de l'ordre de 20 à 40 candidats. On a quand même fortement baissé par rapport au nombre de candidatures et au nombre de postulants. Alors, aujourd'hui, donc on s'inscrit beaucoup plus dans une démarche de recrutement digital, hein, donc avec un impératif qui suit entre guillemets un petit peu la culture et l'utilisation que les candidats peuvent faire avec les réseaux et avec Internet. Les entreprises vont développer de plus en plus d'ATS, hein, donc des Applicant Tracking Systems, donc, qui sont en l'occurrence des logiciels de gestion de candidature, hein, et de logiciels de gestion du processus du recrutement. Hein, l'idée, il est effectivement d'automatiser et d'informatiser ces procédures de recrutement. Alors, il en existe quelques-uns, il y en a des plus ou moins réputés. Hein. Vous avez Kenexa, par exemple, qui est une filiale d'IBM, qui, elle, propose dans son système de gestion de candidature, y compris des systèmes de tests en ligne, d'évaluation des candidats sur la partie savoir-être. Vous avez SuccessFactors, alors qui est en fait le module RH de SAP, donc une filiale de SAP qui propose une plateforme RH. Alors SuccessFactors a l'intérêt de couvrir vraiment l'ensemble des processus RH, hein, comme le fait un ERP traditionnel. Vraiment, il couvre l'ensemble des champs, que ce soit sur la partie recrutement, gestion des carrières, mais également sur la partie évolution interne. Enfin, on a vraiment tous les axes qui sont représentés sur la partie formation, etc., etc. Vous avez TaleoX. Alors TaleoX, donc c'est une filiale d'Oracle. Pareil, c'est un logiciel de gestion de talent très américanisé, mais qui peut avoir son efficacité. Et puis l'un des plus connus par rapport au secteur des ATS aujourd'hui, c'est l'UMES.
Alors, l'UMES a été racheté par Saba, donc un éditeur américain, je crois, il y a 1 ou 2 ans, et c'est devenu le premier éditeur de solutions au niveau de la gestion des talents. Hein. Donc, c'est une structure qui est assez reconnue aujourd'hui, parce qu'il est assez simple d'utilisation, peut-être celui qui est le plus accessible, même pour les PME, par rapport à un système comme SuccessFactors, qui est très complet, mais qui, par contre, qui peut être un peu plus complexe à mettre en œuvre pour une PME. Voilà. Donc on parle, comme je vous le disais tout à l'heure, on parle de plus en plus de marque employeur et de marketing RH. Donc c'est-à-dire que la communication et l'action marketing du recruteur a également toute son importance aujourd'hui pour pouvoir attirer les candidats, alors notamment sur les profils Facebook, les chaînes YouTube ou autres actions qu'il pourrait y avoir. Et puis avec des nouveaux arrivants qui commencent à être de plus en plus connus, comme Great Place to Work. Alors, sur cet aspect-là, ce site a un avantage particulier, il est de classer les entreprises, il propose un classement d'entreprise par rapport à la qualité de vie au travail. C'est-à-dire, c'est un système de classement. Alors, ce classement, il est quand même pas anodin, hein, parce que pour faire partie de ce site et de ce classement, il faut quand même payer à peu près 4 000 € par an, hein, donc sur 2 ou 3 ans, je crois. Il y a 2 audits pour, entre guillemets, faire partie de ce classement, dont un audit auprès des salariés en interne. C'est-à-dire que Great Place to Work propose un système de questionnaire à faire passer à l'ensemble des salariés en interne, et en fonction des résultats qui peuvent être présentés, eh bien, correspond à un certain classement dans le classement de Great Place to Work, qui est relayé par beaucoup de médias, hein, c'est-à-dire par Figaro et autres structures qui relaient les classements Great Place to Work. Donc c'est vrai qu'à un moment ou un autre, pour développer sa marque employeur, ça s'adresse plutôt pour des grosses entreprises ou des entreprises du high-tech, mais pour développer sa marque employeur, c'est un bon moyen. Sur la partie candidat, donc on s'aperçoit qu'à un moment ou un autre, le candidat aujourd'hui diversifie son mode de recherche d'information. Aujourd'hui, donc, il a des sites, des supports qui lui permettent de pouvoir récupérer des informations plus précises et moins institutionnelles qu'un site internet d'entreprise. Donc vous avez des applications comme Choose Your Boss, sur lequel vraiment on est plutôt sur les métiers du high-tech, hein. Il faut l'admettre, c'est pas trop sur les métiers hors informatique. Le principe de Choose Your Boss, c'est un petit peu comme tout ce qu'on peut entendre dans les solutions aujourd'hui qu'on peut avoir dans le grand public. Le principe, il est d'inverser la tendance, c'est-à-dire que c'est le candidat qui reprend la main et qui, à un moment ou un autre, a la possibilité de dire s'il souhaite être mis en relation avec tel type d'entreprise et tel type d'entreprise. Le recruteur reçoit les différents profils des candidats de façon complètement anonymée. Et après, par la suite, eh bien, c'est une décision conjointe entre le candidat et le recruteur pour se dire est-ce qu'on a envie d'aller plus loin et de pouvoir créer un contact. Donc le matching se fait des deux côtés, hein. C'est un point qui est important. C'est un petit peu le adopte ton mec, je me souviens plus du titre, mais c'est un petit peu ce système-là en matière de recrutement. Alors vous en avez un qui est assez connu, hein, qui est un site développé, encore une fois, qui a été développé dans les années 2000 dans la Silicon Valley, qui est Glassdoor. Alors Glassdoor, il est très connu parce qu'il a fait beaucoup de buzz dans les années 2000. Le principe, entre guillemets, de Glassdoor, c'est un site sur lequel les employés actuels et passés peuvent évaluer leur employeur ou leur ancien employeur. Donc du coup, ils évaluent un petit peu tout, hein, l'environnement de travail, l'ambiance, donc tous les critères sont mis en ligne de compte. Alors normalement, il y a quand même une supervision de la part de Glassdoor, donc il y a certaines informations qui ne sont pas affichées. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que pour les salariés, les différents témoignages sont anonymés, hein, bien évidemment, et les informations sont généralement un peu brutes de décoffrage. Donc, ce qui rend l'information est beaucoup plus accessible, notamment pour les candidats qui se posent des questions sur les conditions de travail derrière la vitrine, entre guillemets, que peut proposer la marque employeur. Voilà. Alors, le petit français de la bande, alors, malgré son anglicisme au niveau de son nom, c'est Welcome to the Jungle. Alors, donc, encore une fois, c'est un site qui développe et qui prône la qualité de vie au travail. L'idée, c'est vraiment de pouvoir évaluer les entreprises et pouvoir les juger sur l'ensemble des moyens RH qu'elles mettent à disposition.
Et puis, vous en avez un autre qui est un petit peu plus spécifique, qui est Corporama, qui est un petit peu plus spécifique parce qu'il est beaucoup plus orienté sur les infos un peu plus à dominante commerciale des entreprises. Le principe, on va le voir tout à l'heure sur la partie analytique RH, mais le principe de Corporama, il est de regrouper un ensemble de données, d'informations RH. Donc, vous pouvez avoir le turnover, enfin, vous pouvez avoir différentes l'absentéisme et autres. Mais il n'y a pas uniquement que des informations RH. Il y a d'autres indicateurs et d'autres informations de l'entreprise qui sont diffusées sur Corporama, bien évidemment, sur lequel plus vous allez sur une volonté d'information plus précise, plus après, par la suite, le système devient payant. Après, donc, les candidats, de leur côté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, développent de plus en plus le personal branding, donc c'est-à-dire vraiment développer leur marketing personnel, hein, leur identité numérique. Donc, le petit logo, on ne voit pas bien le nom, mais c'est YouSeeMe. Alors, YouSeeMe, l'outil permet à un moment ou autre de savoir et d'analyser sa présence sur les réseaux sociaux, hein, notamment de voir quelle visibilité on peut avoir sur les réseaux. Donc, c'est une petite application qui est très bien faite et qui permet de savoir où est-ce qu'on en est par rapport à l'image notamment de sa candidature. Vous avez Overblog. Alors Overblog qui est vraiment un plateforme d'hébergement de blog, hein, qui permet pour celui qui n'est pas du tout familiarisé avec les us et coutumes des blogs internet, il permet aux candidats de pouvoir communiquer sur le blog et de mettre les bonnes informations, celles qui pourraient être cherchées par rapport au recruteur. Donc c'est une filiale de Fimalac, hein, pour ceux qui connaissent, donc qui est plutôt une grosse structure assez connue dans le monde du web. Il faut savoir qu'Overblog est payé à plus de 50% avec la publicité qu'elle peut faire, hein, donc elle est toujours en recherche d'annonceurs. C'est pour ça qu'Overblog généralement est souvent approché et on le voit souvent, ils ont une forte présence média auprès dans le monde du recrutement. Et puis vous avez, pour les candidats, vous avez DoYouBuzz, l'applicatif DoYouBuzz qui permet, entre guillemets, de créer des CV et de travailler sur le référencement de CV. Donc, comme une entreprise pourrait travailler sur le référencement de son site internet ou de sa marque employeur, à un moment ou un autre, DoYouBuzz va permettre de savoir comment est-ce que je suis efficace dans la communication de mon profil et de mon CV, est-ce qu'il est bien représenté. Donc vous voyez, bien évidemment, sur l'ensemble des informations candidats et informations entreprises, les réseaux sociaux ont une place centrale, hein, Facebook, LinkedIn, Viadeo, Twitter, Google, avec une grosse prédominante sur le monde du recrutement sur la partie LinkedIn, hein, qui supplée largement les autres, malgré la force de frappe de Facebook, hein, qui a une bonne force de frappe, mais qui n'est pas encore hyper structurée sur la partie recrutement. Bon, je pense que ça va vraiment se développer dans les années à venir, mais aujourd'hui, je pense que le plus structuré pour un professionnel, ça reste quand même le support LinkedIn. Alors, pour faire un petit peu le point par rapport aux différentes nouvelles solutions en matière de recrutement qui peuvent exister, on avait l'habitude d'avoir des forums auparavant, des forums physiques. Bon, le Covid nous fait changer un petit peu de logiciel, mais la démarche était déjà entamée d'avant. On a de plus en plus de salons virtuels de recrutement, hein. Alors, des salons virtuels, il y a un site particulièrement qui me semble intéressant, c'est CityCube. Alors, le principe, c'est de proposer une plateforme de recrutement, hein, donc qui permet aux candidats et aux entreprises de pouvoir se rencontrer de façon virtuelle. Ils organisent des job dating, hein, clairement, je crois qu'il y a à peu près une centaine de job dating organisés par an, donc comme pourrait le faire une structure ou une association ou une collectivité particulière. Avec la possibilité d'avoir des entretiens en ligne avec le recruteur et même la possibilité pour le candidat de pouvoir se fixer lui-même un entretien sur l'agenda du recruteur. Donc c'est assez bien fait, c'est très participatif et pour le coup, ça permet vraiment cette proximité comme on peut le rencontrer sur un forum ou un salon physique. Voilà. Donc, on a la possibilité, évidemment, par rapport au principe de créer des questionnaires de présélection, hein, de faire de la présélection personnalisée. On peut inviter par email les candidats qui ont répondu à une annonce. Donc, un petit peu comme un salon virtuel, hein, comme un salon physique. Hein, c'est un peu le même principe. Et puis, on a toujours la possibilité de pouvoir ajouter des tests en ligne, hein, pour les recruteurs qui ont envie d'avoir des éléments particuliers. Donc, ça, c'est sûr que la partie des salons virtuels, on ne va pas dire que le Covid les a popularisés,
mais je pense que ça va être des actions qui vont se populariser là dans les mois et certainement années à venir, avec cette possibilité qui est quand même assez intéressante d'avoir un entretien différé. Donc, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité, pas uniquement d'être présent sur un forum et de rencontrer le candidat lors du forum, on peut très bien suivre la relation et avoir un entretien en dehors de la partie salon virtuel qu'on est en train d'organiser. Donc, c'est assez intéressant et souvent en plus, notamment C-Cube, c'est assez, la plateforme est plutôt sympathique, on va dire. Après, donc, je vous parlais justement des entretiens vidéo différés. Donc ça, c'est la grande mode aujourd'hui pour contraster un petit peu par rapport aux entretiens physiques classiques. Donc, on est sur à peu près le même principe. On a 2 sites internet qui le proposent. On a Visio-Talent. Alors, Visio-Talent, le principe, donc il y a un système de questions qui sont proposées au candidat et le candidat doit, soit par le biais de son smartphone, soit par le biais d'une webcam, divers et variés, répondre aux différentes questions, mais il répond oralement. Donc, ça fait un entretien très saccadé, mais qui permet, entre guillemets, de pouvoir garder les informations pour le recruteur. Puis, ça permet une sélection aussi un petit peu plus rapide par rapport au recruteur, parce que, limite, ce qui l'intéresse, c'est peut-être certaines parties de l'entretien, et ça lui permet d'avoir un entretien un petit peu séquencé. Voilà. Easy Recruit, alors le principe d'Easy Recruit, c'est le même principe que Visio-Talent. Il est peut-être un petit peu plus poussé sur la partie processus du recrutement, puisqu'il permet à un moment ou à un autre d'établir une shortlist après les entretiens. Il permet au recruteur de pouvoir donner un avis en direct au candidat, voire même de répondre directement au candidat. Il est peut-être un petit peu plus complet au niveau de sa solution, un peu moins sympa, je trouve, sur la configuration générale. Par contre, il est plus complet. Voilà. Donc le principe par rapport aux entretiens vidéo différés, donc effectivement, c'est de gagner du temps pour le recruteur et pour le candidat. Alors, notamment à l'international, il est vrai que pour les recrutements de profils internationaux, c'est quand même très efficace, notamment pour tout ce qui est système de décalage horaire, etc. C'est quand même beaucoup plus simplifiant, je dirais, sur la partie. Et puis, ça permet, je vous dis, d'avoir des entretiens qui sont plus concentrés dans le temps et pour le recruteur, d'identifier simplement les parties d'entretien qui l'intéressent le plus. Voilà. Donc, les entretiens vidéo différés, ça, c'est un outil qui se popularise également beaucoup. Alors, bon, les autres outils RH que le recrutement s'approprie également, mais qu'on retrouve dans d'autres domaines, on a les MOOC, par exemple. Donc ça, les MOOC, je pense que c'est un outil qui est de plus en plus popularisé. MOOC veut dire Massive Open Online Course. Donc le principe entre guillemets d'un MOOC, c'est un cours d'enseignement différé sur Internet, donc c'est purement et simplement du e-learning. Alors en quoi le recrutement s'approprie les MOOC? Le principe, c'est que on essaye par le biais du MOOC de former ou d'informer une personne et après par la suite éventuellement l'inscrire dans un processus de sélection. Donc c'est-à-dire qu'on peut faire un MOOC sur qu'est-ce que mon entreprise, comment elle fonctionne, etc. Et après par la suite de répondre à quelques questions pour encourager le candidat à déposer sa candidature. Donc ça, c'est des solutions qui sont, le MOOC était plutôt orienté sur la partie formation, vraiment apprentissage e-learning classique. Et le recrutement commence à prendre de plus en plus cet outil, entre guillemets, à son compte. Alors, les serious games. Alors, les serious games, donc le principe, c'est entre guillemets, sous la partie de la décontraction, c'est de plonger un candidat dans une situation donnée. On parlait dans les années 90-2000 d'Assessment Center. L'Assessment Center, le principe était de mettre le candidat en situation réelle pour savoir comment il réagissait si demain il était occupant par rapport au poste. Le Serious Game a un petit peu la même fonction, sauf que c'est un Assessment Center décontracté. Donc effectivement, il s'adresse plutôt à une population assez jeune, qui sont habitués aux jeux en réseau, en ligne, etc. On sent qu'il y a les mêmes codes d'ailleurs. La plupart des Serious Games sont développés par des grosses boîtes des éditeurs de jeux. Je ne les connais pas tous, mais en l'occurrence, qui se développent de plus en plus du serious game. Bon, il y a un côté ludique qui est évident par rapport au serious game. Il n'est pas approprié par rapport à tous les profils. La sphère high-tech, vraiment les profils informatiques, se sont vraiment très bien appropriés l'outil et c'est vraiment très très popularisé sur ce style de produit. La sphère cadre également. Maintenant,
le serious game, je vous dis, est vraiment pas approprié par rapport à tous les profils. Voilà, l'idée et les avantages de ces MOOC et de ces serious games, c'est vraiment d'immerger le candidat dans son environnement, dans son futur métier, d'accord, et puis d'évaluer quand même pour autant ses compétences et éventuellement d'accroître sa motivation. Alors, accroître sa motivation par le biais d'un outil ludique et par le biais d'une nouvelle approche de recrutement. On va diversifier encore une fois sa marque employeur par le biais de cette approche candidat. Alors, le recrutement prédictif. Donc, ceux qui ont fait des RH depuis un petit temps ont entendu parler de gestion préliminaire des emplois et des compétences, etc., de tous ces termes qu'on aborde depuis très très longtemps en matière RH. Alors, la sphère Internet et le high-tech de manière générale le remet au goût du jour, hein, cette fameuse prévision du recrutement, et développe un algorithme, entre guillemets, c'est ça ce qu'on appelle le recrutement prédictif, hein, c'est un algorithme qui permet de mieux cibler le candidat par rapport à un poste. Donc, le recrutement prédictif passe par une définition précise du besoin de l'entreprise. Hein. Donc, l'idée, c'est vraiment de creuser autant que ce soit un besoin de compétences techniques, mais autant un besoin en matière de savoir-être, hein, qui est très, très important. Il est vrai que le recrutement prédictif aujourd'hui s'adresse essentiellement à des populations d'encadrement, hein, il faut le reconnaître, ça reste quand même très connoté, mais demain ça pourrait se populariser pour tout type de profil. Et ce qui est mis en avant dans le recrutement prédictif, évidemment, c'est le savoir-être. Hein, donc l'idée, il n'est pas forcément de travailler uniquement sur la sphère du CV à proprement parler, mais il est vraiment de travailler sur l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise et les valeurs du candidat. Alors, on a plusieurs outils aujourd'hui qui permettent de vraiment s'inscrire dans une démarche de recrutement prédictif. Hein, donc, l'analyse des données de masse, hein, les HR Analytics. Alors, l'idée, en fait, c'est vraiment d'être en mesure de pouvoir d'identifier des données RH. Hein, donc, vraiment toutes les données RH, hein, ça peut être l'âge des collaborateurs, ça peut être l'ancienneté au poste, ça peut être le turnover, etc. Et par le biais des différentes données qui sont inscrites dans le HR Analytics, le recruteur ou le chef d'entreprise va recevoir un ensemble de recommandations, d'actions à mener de façon préventive. Ce qui est quand même relativement intéressant. Donc, il va être mis en alerte en disant attention, le turnover est trop important, attention, tel type de service a un degré d'ancienneté qui est trop fort et donc qui nécessite une action particulière. Voilà. Donc, c'est une sorte de GPEC très interactive qui nécessite beaucoup de rentrées de données de la part de l'entreprise, mais qui par contre est très très efficace sur après l'ensemble des mesures et des actions préventives qui peuvent être amenées. Clairement, c'est comme si on faisait un audit permanent de sa structure. Hein, on est à peu près sur cet ordre-là. Donc, dans le recrutement prédictif, il est également développé de plus en plus les job matching. Alors, les job matching, clairement, pour simplifier, ça s'apparente au Tinder classique. Hein, bon, je ne connais pas hein, le support, je tiens à le dire, mais bon, ça s'apparente simplement à ce système-là. Le pouvoir revient également dans les mains du candidat. Hein, donc le pouvoir n'est pas uniquement dans les mains du recruteur. Le candidat a la possibilité de dire je souhaite être mis en relation avec tel type d'entreprise, par contre je ne souhaite pas avec tel type d'entreprise. Donc il y a vraiment un pouvoir de la part du candidat. Donc il y a plusieurs applications connues en job matching. Hein. Vous avez JobAir, vous avez Kudos, vous avez Ahead. Toutes ces applications-là sont assez connues sur le job matching, qui peut être intéressant, alors qu'il demande beaucoup de temps de la part du recruteur. Hein. C'est-à-dire que notamment pour des profils comme la communication, le marketing, la publicité, sur lequel il peut y avoir beaucoup de candidats. Quand on veut vraiment réaliser une politique de job matching, ça prend beaucoup de temps parce que du coup, des fois, les tris se font sur le savoir-être et heureusement, il y a beaucoup de candidats qui ont beaucoup de savoir-être. Donc, du coup, on peut avoir beaucoup de candidats à rencontrer. Donc, il faut y prévoir du temps. Mais ça peut être ça peut s'inscrire dans le cadre de ces habitudes de recrutement. Alors après, le principe du recrutement prédictif, c'est un peu de casser les silos, hein, d'éviter les clonages, de sortir du mode de recrutement un petit peu traditionnel. Vous avez deux acteurs, hein, par exemple, vous avez le CPA hein, qui est assez connu parce que c'est un éditeur de tests psychotechniques. Vous avez Clustry, hein, qui sont deux applications qui, à un moment ou à un autre,
sortent un petit peu des modes de fonctionnement habituels. Alors, ces deux outils, donc avec Motiva.fr et Clustry, ces deux outils sont vraiment spécialisés sur la partie interne et gestion des carrières. Le principe, c'est quoi? Donc, pour éviter les clonages, le principe, c'est de ne pas avoir toujours le même profil qui postule au même type de poste au sein même de son entreprise. Et il est vraiment, le but, c'est vraiment de travailler sur l'aspect du savoir-être. Hein, c'est vraiment l'aspect numéro un. Donc, du coup, sur motiva.fr, le salarié interne va compléter un ensemble de questionnaires pour vraiment qui va avoir pour but de mettre en avant toute sa motivation et tout le savoir-être qu'il peut avoir. Sur Clustry, c'est à peu près pareil, hein, c'est le même principe. Clustry, pour ceux qui connaissent, c'est une filiale de Cornerstone hein, qui a racheté Clustry il y a 1 ou 2 ans. Et le principe, c'est idem. Vous répondez à un ensemble de questions, vous êtes salarié en interne d'une entreprise et Clustry va essayer de mettre le besoin du recruteur en lien avec son salarié en interne pour pouvoir au mieux diriger sa carrière. Voilà. Donc ça, c'est des solutions qui peuvent exister, qui sont plus ou moins onéreuses, hein, je dois vous le reconnaître, puisque Motiva.fr, si vous avez beaucoup de salariés, c'est vrai que c'est une solution qui peut coûter assez cher. Par contre, le recrutement prédictif, je pense qu'à un moment ou un autre, c'est ce qui permettra peut-être demain de ne plus être dans cette fameuse urgence du recrutement, tel qu'on pouvait le rencontrer auparavant, hein, le recrutement en janvier, j'ai besoin de quelqu'un, donc du coup, dès décembre, je vais passer mes annonces. Effectivement, on aura une temporalité avec le recrutement prédictif qui va permettre d'être beaucoup plus dans le prévisionnel et moins dans le réactif. Je finis simplement en présentation et je laisse la place à Marvin juste pour vous parler de l'Emploi Store. L'Emploi Store, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais en gros, c'est un regroupement d'applications qui a été développé par Pôle emploi. Ça a été lancé en 2015. C'est une plateforme, donc ça peut s'apparenter à un Google Play si on veut, qui regroupe plus de 300 services numériques liés à l'emploi ou à la formation, qui permettent l'organisation de salons virtuels, de serious games, de quiz. Enfin, c'est très interactif. Il est vrai que l'Emploi Store est plutôt à destination des demandeurs d'emploi. Hein, il faut le reconnaître, hein, puisqu'on a la possibilité de refaire son CV, de faire la promotion de sa candidature, de prendre des renseignements sur une création d'entreprise ou autre. Mais par contre, il y a quelques applications qui peuvent être également en lien avec la demande des employeurs. Donc du coup, ça peut être intéressant. Ce qui est intéressant avec l'Emploi Store, c'est que c'est totalement gratuit. Donc ça permet, entre guillemets, par rapport à certaines thématiques ou problématiques RH, d'aller creuser. C'est une base qui est assez bien faite et je vous encourage à y aller. Alors, il y a quelques applications, il y a plus de 300 applications, mais il y a quelques applications qui commencent à être assez connues, notamment des applications pour scruter tout ce qui est marché de l'emploi pour les candidats. Ça s'appelle la bonne boîte, hein, donc, qui permet de recenser par rapport à un métier quelles sont les offres d'emploi qu'il peut y avoir sur le secteur d'activité ou sur le secteur géographique. Il y a possibilité, alors comme on l'a vu tout à l'heure pour Do You Buzz, il y a des applications comme CV Designer qui permettent de refaire un CV avec une forme plutôt attrayante, plutôt sympa, même quand on n'a pas de compétences ou de capacités graphiques. Il y a possibilité de faire ses lettres de motivation. Dieu sait qu'auprès des candidats, faire une lettre de motivation, ça peut être compliqué à faire. Donc avec l'application IMP qui permet, entre guillemets, qui est un petit peu un support pour pouvoir mettre en forme des idées qu'on pourra avoir en proposant des textes un petit peu types, mais qui permettent d'être une base pour pouvoir travailler une lettre. Et puis, on a des applications comme La Bonne Formation, par exemple, qui permettent de rechercher une formation pour un demandeur d'emploi, mais également pour un salarié, ou alors même pour une entreprise qui peut avoir le besoin de diversifier ses partenaires formation. Donc, La Bonne Formation permet de recenser les organismes de formation à l'échelon souvent régional. Voilà, Marvin. Yes, c'est parti. Je te remercie, Frédéric. Juste ton micro, le temps de reprendre. Hop. Alors, parfait. Bon, bah, du coup, effectivement, dans la continuité de ce qu'a pu vous présenter Frédéric, je vais vous présenter des outils. L'idée pour moi, c'est de vous donner un maximum d'exemples. Alors, vous allez voir, il reste un certain nombre de slides, hein, ne soyez pas inquiets. On tiendra le timing, j'en ai pour 15-20 minutes maximum. Et les slides vont passer assez vite. Simplement, l'idée est de vous présenter un certain nombre d'exemples à différentes étapes du process, on va dire, de recrutement. Alors, par process de recrutement, j'entends, on va dire, de la phase de diffusion de l'offre jusqu'à la phase d'intégration ou d'onboarding, on va dire, d'un candidat ou d'un nouveau salarié. Alors, comme je l'ai dit un petit peu en introduction tout à l'heure,
Pour ma partie, je suis plus évidemment du côté digital que RH. Je vous donnerai des exemples aussi de problématiques qu'on peut avoir, nous, dans nos structures, qui sont à mon échelle, hein. Je vous ai dit, on est plutôt sur un format d'une… Dans les entreprises où je suis, maximum 15-20 personnes, donc du format TPE, PME. Et par contre, évidemment, l'idée pour moi, c'est de vous donner une visibilité assez transversale. Je vous donnerai des exemples. Que faire quand on est au début du digital dans le recrutement, en quelques secondes, même en sortant de cette session, ou qu'est-ce qu'on peut faire quand on est un grand groupe et qu'on a 2000, 3000, je vous ai dit, par exemple, pour l'AFPA, 12 000 salariés, quelles sont les solutions qu'on a. Alors, ça va être en 5 étapes, hein. J'ai essayé de faire un petit peu le parcours basique. Diffusion des offres, organisation des entretiens, onboarding, donc accueil des candidats, gestion de leurs talents et puis un petit peu e-learning, parce qu'effectivement, quand ils arrivent, il y a une phase d'accommodation et le e-learning s'y prête un petit peu. La majorité des choses que je vais vous présenter, c'est d'abord des outils que je pense vous avez certainement déjà vus ou pas du tout, et surtout comment les trouver, comment benchmarker rapidement. Parce que pour faire une intro très rapide, en réalité, là, je vais vous montrer 2-3 outils et des screens où il y a 50 outils. Et je vais évidemment pas vous présenter les 50 outils, mais par contre, vous expliquer qu'aujourd'hui, la problématique, elle n'est pas tant sur l'idée ou les outils, mais l'organisation en fait qui va autour. C'est de toute manière l'intro que je fais dans toutes les conférences que je peux animer la semaine dernière sur le e-commerce ou il y a quelques mois sur les réseaux sociaux, l'automatisation, etc. Aujourd'hui, quel que soit le sujet, alors on pourrait parler de l'ERP, hein, le logiciel qui gère toute l'entreprise, et là faire juste un focus sur le module SI-RH, donc les logiciels propres à la filière RH. La problématique est toujours la même. On la simplifie en une phrase, enfin on la simplifie, on l'évoque en une phrase, c'est ERP versus best of breed. Donc en fait, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un ERP? L'image d'un ERP depuis les années 90-80 dans le système d'information, c'est est-ce qu'il vaut mieux que j'ai un gros logiciel qui fasse tout? C'est le modèle ERP de base monolithique. Ou est-ce que best of breed, donc meilleur de sa catégorie, est-ce qu'il faut que j'ai 20 outils qui sont les meilleurs de leur catégorie? Vous allez voir que les outils que je vais vous montrer, ils sont vraiment spécialisés des fois sur une toute petite partie d'un tout petit module de ce que peut faire un autre logiciel. Mais là où je veux vous emmener, c'est aussi qu'ils ont des fonctionnalités assez innovantes qui peuvent vous inspirer, c'est aussi ça l'intérêt, et vous donner de l'idée. Alors, est-ce que demain, vous irez plus vers un modèle monolithique avec des modules comme un ERP classique, ou est-ce que vous allez vous lancer et installer 20, 30, 40 modules que vous pourrez connecter entre eux? Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même ça la digitalisation. Je ne peux pas vous répondre. Donc aujourd'hui, je ne vais pas vous donner la solution en sortant comment faire, évidemment, vous vous en doutez, mais je préfère le rappeler, c'est plutôt une cartographie et une carte plutôt étendue de ce qui est possible et de vous, après, pouvoir choisir à quel endroit vous voulez vous déplacer. Rien n'empêchera de faire évidemment un mix des deux. Vous pouvez très bien avoir un très gros logiciel de gestion intégré qui a 2-3 modules externalisés avec notamment des choses qui sont proposées après. Alors, pour vous expliquer tout de suite, si on part sur la diffusion des offres, et donc comme je vous disais, hein, on va suivre chaque étape de ce petit process-là que j'ai illustré. Un exemple tout bête, je vais commencer basiquement. Aujourd'hui, et on le voit, si je prends pour une petite structure, comment gérer la réception de ces offres. On peut commencer tout simplement par un logiciel de formulaire. Alors, je vous ai mis Google Forms. Oui, je vais vous montrer juste après qu'il y en a d'autres, mais effectivement, ça commence par ça. Quand on se dit qu'on veut numériser les offres qu'on reçoit, c'est pas forcément, entre guillemets, avoir une grosse banque de CV avec des PDF qu'on n'arrive pas à trier, mais c'est potentiellement juste un système de formulaire. Je vous donne une fois, pour commencer notre exemple, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas un besoin plus fort que ça. Sur notre site, aujourd'hui, il y a un formulaire qui est relié avec un fichier Excel en ligne, entre guillemets, donc un Google Sheet. Et chaque candidature qui est envoyée, il y a à peu près une dizaine de questions, avec notamment, alors, c'est particulier, on est dans le digital, hein, donc évidemment, il faut appliquer à tous les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, nous, on ne veut plus de CV papier, on veut juste un lien vers un site. C'est normal, on recrute dans le digital, donc on veut qu'ils aient un CV en ligne. Je comprends que ce ne soit pas toujours possible. Mais aujourd'hui, ils ont une dizaine de champs à remplir, 2-3 questions techniques qu'on leur pose. Connaissez-vous les logiciels qu'on utilise? Connaissez-vous nos projets? Et puis, envoyez-nous votre CV. On fait le tri, parce qu'aujourd'hui, nous, quand on fait un recrutement, le critère qu'on veut principal, c'est la technicité, l'implication. Donc, on n'a pas besoin d'1 million de CV, on en veut plutôt que 2-3, mais très qualifiés, entre guillemets, potentiellement techniquement ou très intéressés. On a 1 ou 2 recrutements par an maxi. Donc, c'est pour ça qu'on se permet, entre guillemets, de mettre cette petite barrière à l'entrée.
Et donc, cette petite barrière, elle est représentée par un formulaire. À n'importe quel moment, je peux aller du coup dans ce fichier. J'ai l'ensemble de toutes les candidatures qui datent depuis maintenant 5-6 ans et je peux filtrer sur différents critères, notamment alors des critères tout à fait officiels, hein, c'est-à-dire à quelle date est-ce qu'il cherchait un contrat, est-ce que c'est quelqu'un qui était en poste et qui est disponible, est-ce qu'ils étaient plutôt intéressés pour la partie web design, développement front-end, back-end, enfin je vous passe les détails de nos spécificités métiers, mais du coup, un système de filtre tout simple qui me permet d'aller rechercher dans cette base-là, et c'est un formulaire qui se met en place en 30-40 minutes quand on a l'habitude, et si c'est la première fois, peut-être en 1 heure ou 2. Alors, j'ai dit Google Forms et je vous en donne d'autres. Voilà, une liste de 30 outils qui permettent de faire des sondages, des questionnaires, des enquêtes. Il suffit de créer son petit questionnaire et de l'intégrer sur son site. Dans 2 heures, tous les mails, toutes les demandes que vous recevrez au travers de ce formulaire seront synchronisées dans un petit tableau avec des outils de filtre et on est sur un modèle hyper simple. C'est mon pied d'entrée, hein, quand je vous disais sur le grand écart, solution basique, simple, adaptée à certains et solution plus complexe tout au bout. Et là, on est sur des outils potentiellement gratuits ou à quelques euros par mois au pire pour filtrer un peu mieux. Donc, sur cette partie-là, alors, le benchmark que vous voyez là, juste pour précision, c'est sur un site qui s'appelle g2.com. Je vous invite à aller le voir. C'est un outil qui fait de l'analyse et de la comparaison d'outils digitaux. Alors, malheureusement, beaucoup d'outils internationaux, alors malheureusement ou pas, mais si vous cherchez du Made in France, après, tous les outils français ne font pas l'effort, en tout cas, d'aller toujours se référencer dessus. Mais bon, après, c'est un travail, hein, j'ai envie de dire, aujourd'hui, tous les 6 mois, il faut benchmarker un petit peu le marché des outils. Personnellement, je le fais tous les mois sur un secteur différent. Benchmark des CRM, benchmark des outils RH, benchmark des outils de facturation, etc., etc. Mais une fois qu'on a son petit outil de veille qui est en place, le process prend un petit peu moins de temps, 1 ou 2 heures par mois, on va dire, dédiées à ce travail de veille sur les nouveaux outils qui peuvent arriver sur le marché. Donc celui-là, je vous le conseille, g2.com, il y en a d'autres évidemment. Comme tout ce que je présenterai, hein, je vais essayer de ne pas trop le répéter, mais je vous donne un exemple. Mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres possibilités. Je reprécise aussi juste, je ne l'ai pas dit, n'hésitez pas à poser si vous avez des questions en chat, hein, je le laisse sur le côté. Je rebondirai dessus si c'est intégrable dans mon discours. Sinon, effectivement, on verra tout ça à la fin, mais il n'y a pas de souci au cas où, si vous avez quelque chose qui vous vient au moment où je l'exprime. Donc voilà, pas forcément d'intérêt à vous présenter les 30 outils de formulaire, hein, Microsoft Forms, Google Forms ou d'autres, Zooform par exemple. C'est juste qu'il faut aller regarder, simplement prendre un petit peu de temps à un moment donné, un point clé et se dire OK, je vais en tester 3 ou 4. Je vais voir celui qui est le plus adapté à ma problématique. Vous faites un petit tableau, prix, besoin, nombre d'utilisateurs, et puis vous voyez tout de suite ce qui vous conviendra ou pas. Quand on va de l'autre côté cette fois-ci, quand on va un petit peu plus loin, cette fois-ci, vous avez peut-être besoin de gérer plus d'offres d'emploi, plus de demandes, plus de candidatures. Il y a des outils qui existent, donc notamment là, celui que je vous montre, qui s'appelle Flatcher, F-L-A-T-C-H-R. Flatcher, justement, c'est une petite l'icône le logo de l'entreprise, c'est une petite pieuvre, hein, avec ses tentacules qui partent dans plein de directions, comme une offre d'emploi qui se diffuse un peu partout et qui va aller récupérer les candidatures. C'est un petit peu l'idée. En fait, ici, vous créez directement dans un tableau, peu importe, vous voyez l'interface, vous créez votre offre et vous allez pouvoir automatiquement, c'est l'écran juste après, la diffuser sur plusieurs plateformes. Bon, jusque-là, on n'invente pas grand-chose, mais ce qui est intéressant, c'est que tout est centralisé. Donc, vous créez toutes vos offres à un endroit, donc dans Flatcher, vous choisissez quelle offre est diffusée sur quel canal, et toutes les personnes qui vont postuler dans les liens de cette offre vont être centralisées ici dans votre outil. Donc là, on est du côté candidature. Vous avez un tableau avec les candidatures que vous avez reçues. Quand vous cliquez dessus, il y a toutes les infos qui ont été récoltées. Et comme je vous disais, de l'autre côté, quand vous avez diffusé votre offre, bah voilà, par exemple, vous pouvez activer les différents canaux sur lesquels vous allez automatiquement diffuser. Alors évidemment, il faut regarder si les canaux qui sont utilisés sont intéressants ou pas, si ça correspond à vos métiers. Peut-être qu'il n'y a pas les plateformes que vous espérez, auquel cas, est-ce que vous avez une équipe qui peut connecter ces outils avec d'autres flux? Ça, j'en reviens à ce que je vous disais au début. Est-ce qu'il vaut mieux un logiciel qui fait tout ou plein de petits logiciels connectés? Quand on choisit plusieurs petits logiciels, on n'est plus dépendant d'un seul gros logiciel, mais on est dépendant d'une agence ou de développeurs ou d'équipes de développement qui vont être capables de connecter. Donc, peut-être que Flatcher n'est pas connecté, par exemple, à votre site internet, tout bêtement. Vous voulez que quand vous mettez une œuvre sur Flatcher, ça apparaisse sur votre site.
en quelques heures de développement, en quelques jours maximum, je pense, on peut largement connecter les offres de votre flasher sur votre site Internet. Ce qui fait que l'équipe com qui gère certainement le site Internet et vous qui êtes sur la partie flasher, plus besoin d'aller les embêter, c'est relié, vous gérez vos offres et votre site Internet se met à jour automatiquement, par exemple. Voilà, donc pareil, des outils d'automatisation du recrutement. Alors, je ne vous mettrai pas les benchmarks à chaque fois, mais c'est juste, là, je l'ai fait 2-3 fois pour vous montrer le marché. Là, sur ce tableau comparatif, donc je ne l'ai pas précisé, hein, pour ceux qui connaissent, c'est très inspiré du modèle des Magic Quadrants de Gartner, qui est une entreprise de benchmark et de comparatif d'outils depuis des années. Le modèle elle-même, c'est plus l'outil est en haut à droite, là, dans le screen que vous avez, plus il est leader sur son marché, et plus il est en bas à gauche, plus il est spécialisé. Mais voilà, c'est une bonne manière. Si vous allez sur ce site, hein, je vous invite vraiment à le faire. Vous cliquez après sur un outil, vous avez déjà un premier aperçu, des screenshots, des avis d'utilisateurs, des tarifs. Vous commencez à faire votre premier tri et puis après, vous faites votre sélection. Puis vous choisirez l'outil qui vous conviendra ou pas d'ailleurs. Donc voilà, autre petit outil, hein, je vous ai choisi Recruity, celui-là parce que il est un peu plus petit entre guillemets, pareil qui permet de gérer les candidatures. C'était pour vous montrer une interface, vous voyez qu'ils ont chacun un peu leur spécificité. Je ne m'attarde pas plus sur celui-là, c'était un exemple supplémentaire, mais comme j'ai d'autres exemples à vous montrer, on va avancer. Vous voyez par exemple cette fois-ci la tableau de bord par offre d'emploi. Je recherche un front-end, je recherche un développeur UX, donc web designer ou du back-end. Voilà un petit peu où j'en suis dans mes recrutements. J'ai eu 316 candidatures. J'en ai une partie qui sont sourcées, d'autres qui sont que j'ai déjà eu au téléphone, d'autres qui sont déjà venus sur place, d'autres qui sont intégrés au chat de l'équipe, etc., etc. Donc voilà, différents tableaux de bord. Une fois de plus, tout dépend de votre besoin. Pour donner un exemple, vous voyez, moi, typiquement, cet outil-là, je n'en aurais absolument pas besoin. Je n'ai jamais eu 316 candidatures sur un poste. On est plutôt à 10 ou 15 sur des postes très précis qu'on va demander. OK ? Donc, voilà. Du coup, deuxième phase, on a parlé diffusion d'offres et récupération des candidatures. Et puis, ça recoupe un petit peu avec ce que Frédéric présentait juste avant. Cette fois-ci, sur l'organisation des entretiens. Vous avez organisé toute cette partie diffusion d'offres et tri des candidatures. Vous êtes dans l'action, dans l'échange avec les personnes que vous pouvez maintenant rencontrer. Qu'est-ce qui se fait un petit peu aujourd'hui dans la partie innovante, j'ai envie de dire, ou découverte? Alors, vous voyez que là, j'ai insisté parce que c'est des outils de vidéoconférence. Alors, évidemment, on parle de vidéoconférence comme Teams, comme Visio, etc. Aujourd'hui, en plus, avec la pandémie, évidemment, on est sur du distanciel. Rien n'empêche, une fois de plus, comme tout à l'heure, je vous le disais, vous avez mis en place votre petit Google Form, vous avez votre liste de recrutement qui se construit, vous organisez vos entretiens. Un outil de visio tout simple peut déjà le permettre. Donc voilà, j'insiste toujours sur ce grand écart entre les organisations. La digitalisation, elle va de la plus petite entreprise à la plus grande. Et donc, pour vous donner un exemple, pour la phase d'entretien, je vous ai mis le screenshot d'un outil, alors un peu plus poussé, pareil, cette fois-ci peut-être plus grand groupe, où là, on a carrément un outil dédié à l'entretien visuel en ligne. Alors, vous voyez que, bon, là, c'est sur leur site, hein, c'est une page d'exemple. Donc, imaginons, je suis l'entreprise Acme Corp, j'organise une session d'entretien. Voilà l'écran que va recevoir le candidat. Le candidat, il arrive là-dessus, c'est le jour où il a l'entretien, il a une page complète qui s'est créée. Quand il est prêt, il peut aller sur l'interview. Sinon, en attendant, pendant qu'il attend, parce que ce n'est pas son tour, comme dans une salle d'attente, il y a une vidéo de l'entreprise, il y a un texte de présentation, une FAQ sur les problèmes rencontrés, bref, une redescription du job pour lequel il postule et ce qui va se passer pour lui. Dès qu'il est prêt, il a un petit bouton qui apparaît. On sait que c'est un moment un peu stressant. Et dès que vous êtes prêt, allez-y. On sait que vous êtes dans la salle d'attente. On vous attend, on est de l'autre côté. Maintenant, à vous de cliquer quand vous êtes prêt. Et voilà ce qui se passe quand on arrive dans l'outil. Donc pareil, je vous dis peut-être que certains sont habitués ou d'autres ou pas forcément, mais là, quelle différence entre un outil de visioconférence classique ou un outil dédié au recrutement? Vous voyez que, donc je n'avais pas donné le nom, pardon, c'est Spark Hire. Hein. Spark Hire, celui-là, en fait, vous voyez qu'il y a l'entretien qui est en cours, on voit les personnes en face qui sont en train de mener l'entretien, et sur le côté gauche, on a les questions qui vont être posées, et qu'on vient dérouler au fur et à mesure pour pouvoir segmenter l'interview, entre guillemets, donc simplement l'échange, hein, l'entretien. Un replay après est disponible, peut être téléchargé, fourni au candidat pour que lui-même puisse éventuellement s'entraîner ou analyser ce qu'il a présenté. Enfin bref, tout un système d'accompagnement vraiment de l'entretien en lui-même,
que ce soit côté candidat, parce que mine de rien, c'est aussi une phase de séduction, hein, on n'est pas que dans l'analyse. Et à l'inverse, pour côté entreprise, eh ben, un suivi assez fort, parce que du coup, vous avez les tableaux de bord pour pouvoir suivre après les différents entretiens que vous avez faits. Donc voilà, pareil, diffusion des offres, hein, je vous ai montré 2 modèles totalement différents. Formulaire tout basique, mais déjà très fonctionnel. Et outil carrément de pilotage des offres. Pour les entretiens, c'est la même chose. Outil de visioconférence ou carrément spécialisé sur l'entretien. Alors, sur la partie onboarding, hein, donc la partie vraiment accueil cette fois-ci, vous avez diffusé les offres, vous avez sélectionné votre candidat. Bah, qu'est-ce qui se passe un petit peu aujourd'hui en digitalisation sur l'accueil des candidats? Alors, j'ai mis un premier outil, celui-là qui est plus orienté documentation interne. Donc, pareil, vous pourrez en trouver un certain nombre. Bah, l'idée, tout simplement, c'est que je vous donne une fois, je reviens un petit peu sur notre exemple. Nous, aujourd'hui, toute personne qui arrive dans l'entreprise sait que l'ensemble de la documentation qu'il a à connaître, qu'elle soit réglementaire ou purement pratique, ça peut aller de comment utiliser le badge de l'alarme jusqu'à comment déposer un congé ou utiliser un outil ou la liste de tout ce qu'il doit savoir sur le règlement intérieur, par exemple. Tout est dans une documentation centralisée, en ligne, avec l'historique, avec la preuve de lecture, entre guillemets, et on fait tout un système, par exemple, de notes de service, parce qu'on doit en diffuser. Par exemple, dès que notre DUERP est mis à jour, la note de service, aujourd'hui, c'est peut-être compliqué quand il faut faire signer 15-20 personnes et les embêter, entre guillemets, régulièrement. Bah, aujourd'hui, nous, c'est un formulaire qui part automatiquement sur leur boîte mail. Ils ont une relance tous les 5 jours tant qu'ils n'ont pas signé. Et quand ils ont signé, c'est signature électronique en ligne. Il n'y a pas de réunion, de signature papier ou autre, hein. Bon, évidemment, on est dans le digital, donc c'est normal qu'on s'y soit mis très tôt, mais c'est vraiment un gain de temps. Donc, ça permet aussi de solutionner des choses qui parfois paraissent compliquées. Oui, le DUERP, ça demande du travail, mais quand c'est automatisé et qu'on a mis en place ce qui va bien, ça se gère. Donc pareil, voilà, la documentation interne, on a un onglet en fait qui s'appelle Onboarding et où c'est écrit bienvenue chez nous. Voilà comment c'est chez nous. Il y a une petite vidéo. Voilà qui sont les différents membres de l'équipe. Alors il y a une petite lecture de une demi-heure. Après, évidemment, ça n'empêche pas les échanges humains, hein. Je ne me prenais pas pour un robot. On adore les robots, on adore coder, on est des développeurs, c'est vrai. Mais justement, on est déjà dans la phase où ça fait des années hein, qu'on est en télétravail et on a notamment du télétravail. Et du coup, effectivement, on sait après à quel moment le côté humain est hyper important. Mais l'un ne va pas sans l'autre, entre guillemets, hein, que ce soit sans télétravail complet ou qu'en télétravail complet, ça ne va pas. Il y a un mix, bien sûr, à avoir entre les deux. Voilà, donc la documentation interne est une première partie. Évidemment, des outils de to-do list. Alors là, je n'ai même pas mis d'outils, parce que des outils comme ça, il y en a des centaines. Ça peut être un fichier Excel, ça peut être Monday, là, comme je vous le montre, ça peut être Asana. Enfin, simplement, un outil de suivi comme ça, aujourd'hui, il y a des checklists qui existent. Par exemple, un exemple tout bête, mais vous pouvez l'imaginer à différentes étapes du process. Aujourd'hui, quelqu'un qui arrive chez nous, il sait que donc il y a la documentation interne qu'il va lire. Dans sa checklist, ça va être écrit qu'est-ce que tu dois vérifier de tout ce qui est sur ton ordinateur, par exemple, ou sur ton bureau. Est-ce que tu as bien le PC, l'écran, l'adaptateur pour ci, l'adaptateur pour ça, le téléphone portable pour ça? Est-ce que tu as vérifié tel logiciel? Est-ce que ça, c'est bien actif? Ta boîte mail, ton outil de gestion, etc. etc. Enfin, et cet ensemble de checklists, hein, il y en a 3-4 différentes, va permettre au moins aussi à la personne de s'assurer quand elle arrive que au bout de 2 mois, on ne va pas se rendre compte, ah bah bon, en fait, tu n'as pas encore reçu tel logiciel, comment tu fais? Enfin bref. Donc voilà, documentation, checklist, évidemment, ça peut paraître basique, hein, mais le cumul des outils simplifie un petit peu la vie. J'ai mis un chiffre tout bête, hein, 4 heures aujourd'hui, c'est notre objectif. Quand on accueille quelqu'un, que ce soit un stagiaire, un alternant, un nouveau salarié, ou enfin peu importe, ou un extérieur aussi, un prestataire, aujourd'hui, on s'est fixé avec nos associés 4 heures maximum de mise en opération. Donc en 4 heures, n'importe qui débarque chez nous, donc en une demi-journée, mais on part du matériel, hein, donc il y a des logiciels à installer, il y a des codes sources à récupérer pour pouvoir coder dessus, etc. Enfin, quand je dis opérationnel, c'est être capable de travailler et de mettre en production quelque chose. Alors évidemment, on parle d'onboarding, on parle de mise en opérationnel. Après, il y a tout le temps de formation, l'accoutumance, enfin bref, culture d'entreprise, enfin tout ce qu'on veut. Je ne mets pas ça de côté, mais je parle vraiment d'un côté purement fonctionnel. Quelqu'un qui arrive, voilà, il arrive à 9h ou plus tard s'il veut chez nous, mais bref, il arrive à 9h le lundi de son premier jour.
à midi, 13h, il est opérationnel, l'après-midi, il travaille et c'est parti. Ce qui n'est pas toujours forcément évident, évidemment, selon les entreprises et les activités. Et nous, encore plus, faut se connecter au serveur. Il y a des règles de sécurité assez poussées parce qu'on ne va pas se connecter tout de suite à n'importe quelle machine, des serveurs de test, des serveurs de pré-prod, enfin bref. Donc voilà, mais tout ça est rendu possible avec cette partie-là parce que voilà, il y a un travail préparatoire et de process préparé dans ces outils-là. Voilà. Dans la quatrième partie, cette fois-ci, on va partir du principe que cette fois-ci, la personne est intégrée. Donc, elle a été touchée, elle a été recrutée, elle a été intégrée. Maintenant, comment est-ce qu'on peut piloter? Alors, je vais un peu plus loin que le recrutement, mais je pense que ça en fait partie aussi. Il se passe plusieurs mois après pour pouvoir intégrer comme ça une personne et s'assurer que l'intégration se fasse bien. On a des outils de talent management. Donc, je vais y passer très rapidement parce qu'on sort un peu du recrutement, mais ça me paraissait intéressant aussi. Gestion des talents, c'est comment je suis la personne qui est chez moi, le salarié qui est chez moi, pour m'assurer que depuis son intégration et pour les années à venir, il est toujours intégré, entre guillemets, et en phase avec ce qu'il a besoin et ce dont l'entreprise a besoin. Là, je vous ai mis l'exemple de Poply, par exemple. Donc, Poply, c'est un outil qui est dans une suite qui s'appelle Lucca, que je vous invite à aller voir, parce que c'est une solution française. Et Lucca, Lucca, c'est une solution qui se paye, il y a un prix aux collaborateurs, où il y a 8 petits modules à l'intérieur. Il y a de la gestion de notes de frais, gestion d'absence, de congés, de feuilles de salaire, etc., etc. Et vous pouvez prendre les modules les uns avec les autres. On est pile poil dans le modèle dont je vous parlais. Cette entreprise-là surfe dessus. Vous voulez prendre qu'un module chez nous, pas de problème, allez-y. Si vous voulez, on a la version monolithique où il y a les 8 modules interconnectés. Et donc, un des outils qu'ils ont, c'est Poply, c'est notamment pour le suivi individuel. Grâce à ça, chaque collaborateur a son petit compte en ligne. Il peut aller mettre à jour sa fiche, plus la peine de leur demander leur nouvelle IBAN, leur nouvelle adresse, le changement de situation personnelle, de mutuelle, enfin bref, toutes ces petites joyeusetés où à chaque fois on s'envoie des mails. Ils ont un endroit où ils se connectent, ils mettent à jour leur fiche et vous, de l'autre côté, vous avez votre base de données clients. Bon, au-delà de ça, en plus de centraliser l'info, on peut fixer ce qu'on appelle des objectifs et des entretiens. Alors là, vous allez me prendre un peu pour un dingue, mais bon, ça va, Frédéric a pris comme exemple Tinder et Adopt un mec, donc je suis plutôt serein. Donc du coup, je ne les utiliserai pas. Mais voilà, effectivement, là, vous pouvez mettre, entre guillemets, des objectifs fixés avec la personne en entretien annuel, par exemple, pour dire, on va suivre ça. On va suivre ça. Alors, je vous donne encore une fois de plus l'exemple de chez nous, parce que justement, je ne suis pas du tout RH, comme je vous l'ai dit. Et du coup, on essaye de se renforcer un peu avec ces outils pour être meilleur sur cette compétence-là. Aujourd'hui, mon associé fait un entretien tous les 6 mois avec les collaborateurs. Et moi, je participe une fois par an. Et il nous faut un historique. Donc aujourd'hui, on a tout fait dans un certain nombre de fichiers qu'on a centralisés pour pouvoir suivre et montrer aussi aux personnes l'avancée des échanges qu'on a eus. C'est possible au travers d'outils comme cela. De dire, tu vois, l'année dernière, au premier trimestre, on en était là, maintenant on en est à tel endroit, voici l'évolution. À n'importe quel moment, on sait c'est bien d'avoir les entretiens, mais peut-être que les personnes veulent aussi les noter pour eux. Donc elles peuvent créer leur propre objectif, ce qui fait qu'à l'entretien d'après, on le voit, mais tiens, il y a 3 mois, j'ai vu que tu t'étais fixé un nouvel objectif. Alors ça peut être professionnel ou personnel, après, pareil, tout dépend des entreprises. Mais je sais que, par exemple, j'ai un de nos collaborateurs, il a prévu d'acheter sa maison dans 2 ans. Que prévoyons-nous ensemble pour pouvoir faire en sorte que cet objectif soit atteint pour lui? Et c'est plutôt agréable pour les deux parce que nous, on sent que l'entreprise est utile pour lui. Et de l'autre côté, il sent qu'on prend ça en compte et qu'on l'a noté quelque part et qu'on le suit ensemble. Ça peut changer, ça peut évoluer, évidemment. Mais en tout cas, il y a une relation qui est faite sur ce sujet-là. Pour aller encore plus loin, parce que là, je vous donne aussi des exemples de startups. Il y a beaucoup de startups aujourd'hui, enfin startups ou ailleurs, peut-être d'ailleurs, mais c'est la lecture que j'ai le plus, où il y a carrément des entretiens tous les mois. Alors, ça peut faire un peu lourd, mais il y a des boîtes où ça marche très, très bien. Nous, on a essayé à un moment donné, mais c'est un peu trop lourd. Et on est dans un entre-deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même tous les 6 mois, c'était un peu trop parce que ça ne bougeait pas assez. Donc, on est revenu aux entretiens individuels. Mais tous les mois, on travaille sur un système de questionnaire automatique. C'est-à-dire que tous les mois, il y a un questionnaire qui peut partir à travers cet outil-là, où il y a peut-être que 5-6 questions. Est-ce que tout va bien? Quels sont les problèmes que tu rencontres au quotidien? Qu'est-ce que tu aimerais changer dans les 3 prochains mois, 6 prochains mois? Enfin, quelque chose qui ne nécessite pas forcément un entretien oral en vis-à-vis, sauf alerte. Donc, du coup, ça part tous les mois. S'il n'y a rien à signaler, allons-y. Si à l'inverse, parce que c'est dommage de dire, je vais attendre l'entretien pour en parler, parce que tout le monde n'a pas le réflexe de
d'aller voir la direction ou le RH, entre guillemets, j'ai un souci. Bon, bah là, on est face à un formulaire, on peut écrire son truc tranquillement, prendre le temps, écrire ce qu'on veut, le formuler comme on veut. Et nous, ça remonte dans la base de données et à un moment donné, on peut échanger plus promptement. Voilà. J'arrive bientôt au bout. Donc, d'autres outils, un Talentsoft qui est dans la même continuité, centralisation des informations, suivi du coup du parcours, entre guillemets, des salariés. Et ça va aussi, bien sûr, sur le suivi des compétences qu'ils souhaitent apprendre. Toujours rappeler, j'imagine que vous avez aussi les mêmes problématiques de diffusion de l'information. Vous utilisez le CPF, utilisez le plan de formation d'entreprise, faites de l'auto-apprentissage, etc. On est dans les mêmes problématiques, hein, on a les 3 cases. Nous, il y a vous voulez vous former, on a un plan de formation, bah, dites-nous ce que vous voulez, on fait la demande, et puis on fait la demande régulière. Vous avez des outils, on paye des outils en ligne, hein, je vais en parler juste après, de e-learning. Allez-y, on les paye pour vous pouvez vous former quand vous voulez. Bah, il faut s'organiser, il faut le faire. Et puis, bah, vous avez aussi votre CPF à côté, ça vous regarde vous, mais n'oubliez pas, j'ai encore fait un sondage pas plus tard que le mois dernier auprès des 15 membres de l'équipe. Avez-vous déjà utilisé votre CPF? Évidemment, bah, hormis celui qui l'a utilisé pour passer son permis, personne ne l'a jamais utilisé. Voilà. Donc, c'est tout. Mais en attendant, si on peut faire en sorte que ce soit toujours plus mis à disposition et disponible pour les salariés, bah, ils ont des petites cases à plusieurs endroits. N'oubliez pas, comme vous avez ça à disposition, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, etc., etc. Voilà, donc dernier volet simplement sur la partie un petit peu e-learning. Bon, là, c'est pour aboutir à tout ce que je vous ai dit. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur le e-learning et donc du coup sur le suivi? Bah, c'est les exemples que je vous donnais. Aujourd'hui, nous, par exemple, là, c'est plus sur la partie agence de com. On a acheté des comptes sur Udemy. Donc, Udemy, c'est une plateforme plutôt formation digitale. Oui, bah, on a payé 300 balles à l'année, mais par contre, il y a des milliers de cours disponibles qui vont de 10 à 2-3 heures. Et on répète simplement tout le temps, de temps en temps, que ça soit par des communications dans le chat ou au travers des outils de pilotage qu'on a. Bah, n'oubliez pas, là, il y a un nouvel outil. Commencez par vous former en ligne. Commencez par regarder, on a des modules qui sont dispo. Alors, c'est plus ou moins, la formation en ligne, c'est plus ou moins efficace selon les personnes, selon les modules, la qualité des modules. Mais c'est quand même un bon moyen de mettre le pied à l'étrier. Il y a des gens qui arrivent très bien à se former à 100% en ligne et qui passent même des diplômes en ligne et il n'y a aucun souci. Après, il y en a d'autres pour qui c'est simplement un démarrage et on finit sur du présentiel, du blended learning ou des choses comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des universités en ligne comme ça qui existent. Je vous prends l'exemple de Udemy parce que nous, ça arrive quand même très souvent que des collaborateurs apprennent complètement un nouvel outil en ligne. Quand vous savez faire de la retouche photo, vous voulez apprendre sur un nouvel outil, il n'y a pas besoin d'avoir un formateur sur le nouvel outil. Après, peut-être, dans 1 an ou 2, pour la spécialisation, l'expertise. Mais juste pour prendre la main, on est plutôt bien. Et donc, que ce soit dans la phase d'onboarding ou dans la phase de suivi des compétences, avoir un outil de learning à disposition. Je vous parle de trucs en ligne, mais vous pouvez aussi avoir votre propre MOOC, comme en parlait tout à l'heure Frédéric. Vous avez Moodle, par exemple, qui est un CMS, donc un outil qui permet de créer votre MOOC en interne. Voilà. Et puis, pour terminer, simplement un petit exemple, et puis pour aussi piquer un peu, entre guillemets, parce que c'est un sujet qui nous concerne directement. L'orthographe, par exemple, est un sujet. Alors, je vous donne l'exemple. Nous, chez Adverti, impossible quasiment de recruter quelqu'un qui fait des fautes d'orthographe. On publie sur les réseaux sociaux pour nos clients. Donc, si on fait des fautes d'orthographe à leur place, c'est compliqué. À l'inverse, côté agence web hub, côté développement, je suis désolé, c'est un sujet qu'on a souvent avec des personnes qui font du recrutement ou des chefs d'entreprise qui ne trouvent pas le mouton à 5 pattes qu'ils cherchent et qui se disent, ne serait-ce que l'orthographe. Ne serait-ce que l'orthographe, si je vous prends l'exemple des développeurs qui sont chez nous, j'ai envie de vous dire que c'est inversement proportionnel. Meilleurs ils sont en développement, plus mauvais ils sont en orthographe. Mais je ne peux pas vous expliquer pourquoi. C'est limite un critère. Aujourd'hui, on se dit quand il y a une faute sur un CV, ça doit être un très bon développeur. Mais c'est des fautes, des fautes d'orthographe, tout ce qu'il y a de plus bête. Hein. Je ne parle pas de subjonctif conditionnel. Hein. On est sur ou subjonctif imparfait, peu importe. Mais je veux dire, on est sur des compétences, évidemment. Je ne pense pas que c'est à vous que je vais l'apprendre, mais oui, nous, nos meilleurs développeurs ne savent pas faire une phrase sans faute. Et ce n'est pas grave, en fait. Sur notre métier, en tout cas, ce n'est pas grave. Donc, les critères après de recrutement, ils sont divers et variés, évidemment, mais pourtant, ce n'est pas une fatalité. Et je voulais prendre cet exemple-là parce que aujourd'hui, on a voulu régler ce problème-là. J'en avais marre de voir mes associés se tirer les cheveux parce que pendant les recrutements, l'orthographe devenait une problématique. Alors, pas côté WebUp, mais côté Adverti. Et donc, il existe par exemple le projet Voltaire, si vous ne connaissez pas,
qui est certes un outil où on fait passer des certifications aux étudiants aujourd'hui pour évaluer leur niveau de faute d'orthographe en français, comme on peut évaluer avec le TOEIC ou le TOEFL l'anglais, mais ce n'est pas que ça. Aujourd'hui, avec Voltaire, au-delà aussi d'être du e-learning où on peut faire en sorte que les personnes s'améliorent en orthographe, il y a aussi des outils simplement d'évaluation à l'entrée. C'est-à-dire que vous pouvez donner un lien à n'importe quel candidat si c'est vraiment un critère pour vous. J'ai d'abord introduit en disant attention, ce n'est pas forcément utile. Mais pour les métiers pour lesquels c'est vraiment indispensable, en fait, vous pouvez acheter des packs de tests et votre candidat fait le test en ligne et vous voyez à peu près le niveau d'orthographe qu'il a. Et à partir de ce niveau-là, si ce n'est pas une barrière à l'entrée, derrière, il y a un programme complet qui se met en place et on peut espérer que du coup, la personne, au moins, ait son niveau d'orthographe qui évolue sur plusieurs années. Nous, on a eu le cas où effectivement, quelqu'un qui partait de très bas en orthographe, on lui a mis cet outil-là, plus un outil de correction orthographique, plus plein d'autres choses. Ça a pris 1 an, 2 ans, mais aujourd'hui, voilà, on est sur un nombre de fautes très limité et ça aurait été vraiment dommage de ne pas l'avoir aujourd'hui dans notre équipe pour cette barrière-là, parce qu'on en avait besoin. Mais voilà, il y a des solutions pour ça. Donc, un exemple, projet Voltaire, ça peut être pris en charge en plus dans le cadre du plan de formation, notamment. C'est un outil français, donc je voulais en faire la promotion au passage. Voilà. Donc, écoutez, voilà un petit peu tout le parcours que je peux vous proposer avec une vision plutôt digitale, des exemples d'outils, des interfaces, et où est-ce qu'on peut trouver de l'innovation ou des nouveaux outils. Comme je disais en introduction et pour conclure, c'est pas forcément, je ne vous ai pas donné des points de solution, mais plutôt une cartographie un peu plus large de tout ce qui peut se faire ou tout ce qui se fait aujourd'hui. C'est des outils qui sont pour certains très récents, d'autres plus anciens, mais ça permet de se retrouver un petit peu dans cette jungle des outils RH et de donner une vision sur ce qu'il faut privilégier ou pas et des solutions qui vous sont offertes. Voilà. Je te laisse reprendre la main, du coup, Caroline et ou Fred. Et puis, place aux questions si vous en avez. Merci Marvin, merci Frédéric pour vos présentations très intéressantes respectives. Je pense que voilà, vous avez balayé un certain nombre d'outils fort intéressants sur les thématiques qui nous intéressaient ce matin. Est-ce que vous avez des questions complémentaires à poser à nos intervenants? N'hésitez pas à activer vos micros, ce sera plus facile pour interagir, ou nous faire partager également les outils que vous pouvez utiliser en interne. Ça peut être aussi très intéressant de ce partage d'expérience. N'hésitez pas, allez-y. C'est le silence dans la salle. Toujours difficile à distance de poser des questions. Est-ce que tout était clair? Est-ce que vous voulez des compléments d'information sur des sujets plus précis? Est-ce que vous utilisez déjà des outils de ce type dans vos entreprises? Soit ça prend très longtemps à écrire. Non, après, je pense qu'il ne faut pas se le cacher. On a été exhaustif, c'était très clair. Et puis voilà. Vous avez été parfait. On va faire l'efficacité. On va dire ça. Bon, écoutez, si pas de questions, pas de partage à proposer, je vous remercie à toutes et tous. Nous vous ferons parvenir le support. Et puis, si vous avez des questions de toute façon complémentaires, vous aurez les coordonnées de Frédéric et de Marvin si vous souhaitez revenir auprès d'eux pour des informations complémentaires. Je vous souhaite une bonne journée à tous et tous, et puis au plaisir de vous retrouver lors d'une prochaine matinale. Et un grand merci à nos deux intervenants. Merci à tous. Merci de votre attention. À bientôt, merci. Une bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.